Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Et oui, j'ai encore un petit peu de retard ce soir, mais pour le coup, je crois que j'ai une bonne raison. En fait, si je suis en retard, c'est à cause de Doc Marmotte et Crypto-Bulle qui m'ont parlé d'un film que je n'avais jamais vu ni entendu parler, Idiocratie. Donc, du coup, ils m'ont trop donné l'eau à la bouche. J'ai été obligée de le regarder et il est juste génial. Franchement, c'est vraiment du pur second degré, mais c'est vraiment à voir si vous ne l'avez jamais vu. Bon allez, du coup, je me bouge pour le Fear and Greed Index qui est actuellement à 25 dans la peur et le market order flow en recherche d'achat. Et je tenais encore une fois à tous vous remercier pour tous vos messages de soutien, que ce soit pour le Zap Crypto et maintenant pour l'arrêt de la clope. Franchement, c'est juste dingue. Vos retours d'expérience, vos conseils, votre soutien. Alors merci infiniment. Et du coup, pour ceux qui se poseraient la question, non, j'ai pas encore tué nos FOMO. Allez, je vous fais pas plus patienter que ça. Je vous laisse avec votre Zap. Bonne vidéo à tous. C'était Zap Crypto. On va justement parler de l'évolution de la crypto. On a Mastercard qui va arriver avec une petite arme sur le marché pour aider, on va dire, les particuliers et surtout les professionnels pour lutter contre le blanchiment d'argent. C'est assez intéressant parce qu'ils avaient acheté il y a quelques temps, on va dire, un service dont on sait pas trop ce qu'ils allaient faire. Ils étaient spécialisés dans la data, surtout, tu sais, dans l'analyse et tout, et ça permet effectivement de détecter un peu les scams et les trucs un peu frauduleux, quoi. En fait, en gros, ils ont acheté CipherTrace. J'espère que je le dis bien. Tu le dis bien, t'as un bel accent. Magnifiquement bien. Tu as un bel accent. Ça permettait, si tu veux, de se faire un avis plus précis sur les transactions, sur les mouvements bizarres et ce genre de trucs. Pour rentrer un peu dans le détail, ça va pas empêcher les gens de payer, on va dire, des services. Ça va pouvoir mettre une note, on va dire, au service sur lequel tu veux faire la transaction. Ça va pouvoir te dire, ça sent mauvais là où t'es, fais gaffe quand même parce que ça a l'air un peu d'être un léger scam. Mais si t'insistes et que tu veux y aller, tu peux y aller. En fait, tu restes libre de tes choix. Après, sur le stacking Ethereum, ça semblerait trop difficile. Déjà, le stacking Ethereum, faut en avoir 32, donc ça concerne très peu de gens en fait. Mais même pour stacker de l'Ethereum, c'est très compliqué. Il faut du matériel, il faut de la logistique. Il faut avoir fait Saint-Cyr en gros pour se lancer dans le stacking. D'où le fait malheureusement de la centralisation d'Ethereum, parce que c'est 32, donc c'est très peu de gens, c'est quasiment très très peu de monde. Et en plus, il faut être informaticien, il faut avoir des grosses connaissances. D'où le fait que ça passe par des pools et ça va encore plus entraîner de la centralisation pour moi d'Ethereum. C'est pas une très bonne nouvelle pour Ethereum en fait, tous ces à-coups. Encore une mauvaise nouvelle, je dirais, sur Ethereum. Sans transition, partons du côté d'Ethereum avec le relais Flashbot qui fait hautement débat dans la communauté. Mais tout d'abord, Flashbot, c'est quoi ? Eh bien, en gros, il s'agit d'un acteur indépendant qui travaille pour les validateurs et dont le rôle est de chercher les transactions les plus rentables à valider en termes de frais de gaz déboursés pour optimiser les rendements, et c'est ce que l'on appelle la MEV ou la Maximum Extractable Value. Et donc pour générer toujours plus de rendement, les validateurs font appel à ces relais qui sélectionnent pour eux les transactions, et le truc c'est que parmi ces acteurs, on a Flashbot qui domine actuellement avec 40% des nœuds de validation qui passent par eux étant donné qu'ils proposent des rendements très attractifs, mais jusque là tout va bien. Le problème vient du fait que le relais Flashbot pratique la censure sur les transactions liées à Tornado Cash, qui, je vous le rappelle, avait été placé sur la liste noire aux USA il y a plusieurs semaines, et bien que pour le moment il reste environ 60% du réseau pour que ces transactions passent, le souci c'est que ce relais est actuellement en forte croissance étant donné qu'ils sont passés de 12% des nœuds de validation les utilisant au 15 septembre dernier à environ 40% aujourd'hui, et donc la crainte est qu'ils finissent par dominer largement le marché, ce qui pourrait poser de graves problèmes de censure du réseau. À savoir que la censure qui est pratiquée par Flashbot n'aurait pas lieu d'être, étant donné que légalement, les sanctions américaines ne s'appliquent pas à la couche de base de la blockchain, telles que les validateurs et le relais, et donc la question est maintenant de savoir s'ils seraient prêts à diminuer leur dominance pour conserver une diversité des acteurs pour éviter une censure sur le réseau, ou bien s'ils reviendront sur cette politique de bannissement des transactions liées à Tornado Cash, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Mais alors, quel est le but de ces ENS et à quoi ça peut nous servir? Alors, j'ai essayé de faire quelques points différents, j'en ai trouvé 5. Le premier, c'est que c'est une alternative au DNS, ça peut éviter les piratages, etc. Le deuxième, c'est juste d'acheter votre ENS afin de le garder pour vous, pour les utilisations qu'on pourra en faire plus tard et pour éviter qu'un malin vienne vous piquer votre ENS en l'achetant directement et en essayant de vous le revendre des fortunes quelques mois ou quelques années plus tard.
Troisièmement, c'est un peu un truc de notoriété. Ça, c'est l'explication des pseudos sur Twitter. Certains veulent montrer qu'ils font partie du groupe de la décentralisation, etc., ou du groupe Web3 en tout cas. Et du coup, ils mettent les points ETH derrière leur pseudo Twitter. Le quatrième, c'est tout ce qui est investissement. Vous pouvez investir sur un ENS, comme vous avez investi sur des domaines name service pour les plus anciens d'entre nous et qui ont fait des fortunes dessus à l'époque où le Web 2, c'est-à-dire où Internet était en plein essor. Là, c'est un peu pareil. Vous pouvez acheter des ENS avec des mots-clés en espérant que plus tard, ils seront vendront 3, 4, 5, 6 fois plus cher. Et enfin, vous pouvez faire de l'achat-revente, ce qu'on appelle un peu du flippening en NFT, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ENS qui valent très très cher, comme des 000.ETH, des 3 chiffres, 4 chiffres, etc. Par exemple, 00.ETH qui a été vendu plus de 300 Ether, donc c'est quand même énorme. Qu'est-ce que Caption, les gars? Je viens d'apprendre ce que c'était, j'ai creusé un petit peu, j'avais des lacunes. Caption, c'est une société française qui est agent pour le titre d'un prestataire de services d'investissement, donc c'est ALPSI. Donc il distribue en gros des solutions, et la solution suivante est très intéressante. Ça permet à tout le monde d'acheter des petites parts d'entreprises qui ne sont pas cotées. Une entreprise cotée, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Vous pouvez aller acheter ou vendre des parts. Le problème, c'est qu'il y a plein de startups qui ne sont pas cotées, comme par exemple le géant français valorisé plus d'1 milliard, qui est leader monde dans la sécurisation de cryptoactifs, n'est autre que Ledger, exactement. Et c'est pour ça que je vous parle de Caption aujourd'hui, parce que on est le 2 octobre, et le 12 octobre, il y a une vente d'actions de Ledger sur la plateforme, sur une valorisation d'1,3 ou d'1,4 milliard. En gros, faut comprendre qu'à partir du moment où vous vous connectez et que vous vous inscrivez, il y a un KYC qui peut prendre 2-3 jours. Donc si vous arrivez le 12, vous pourrez pas acheter du Ledger. En attendant, faites bien attention, lisez bien tout. Ceci n'est pas un conseil en investissement financier. Moi, je vous présente la plateforme. Encore une fois, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur Ledger à une valeur de plus d'1,3 ou d'1,4 milliard? Je n'en sais rien. En attendant, il y a une marketplace avec différentes entreprises et je trouve ça sympa de pouvoir rentrer sur des entreprises qui ne sont pas cotées. En l'occurrence, là, c'est que des startups françaises. Et pour ceux qui sont intéressés par le modèle va même un petit peu plus loin parce que c'est pas des actions que vous allez acheter directement. En fait, ce que va faire Caption, c'est que Caption va s'adresser aux salariés de l'entreprise, en l'occurrence ceux qui ont des BSPCE. En gros, ça permet à un chef d'entreprise de donner à un meilleur prix des parts de son entreprise à des employés. Je donne un exemple tout bête, je prends l'exemple de Just Mining. Quelqu'un voudrait acheter des parts de Just Mining, mais il n'a pas les moyens aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est élémentaire pour la structure. C'est quelqu'un qui est très important et j'estime qu'il mérite des parts et que s'il est à nos côtés dans 3-4 ans, il peut avoir X% de l'entreprise. À ce moment-là, se posent deux problèmes. Imaginons que l'entreprise vaut 30 millions d'euros aujourd'hui. Même si je veux lui donner 1%, il va me dire Owen, t'es bien gentil, mais je peux pas te sortir 300 000 balles. Normal. Premier problème. Deuxième problème, moi je vais lui dire ok, mais t'es gentil. Si Just Mining explose et que dans 5 ans on vaut 300 millions, eh ben t'auras encore moins 3 millions de dollars à nous donner pour acheter les parts. Comment fonctionnent les BSPCE? On lui met des parts à disposition, on les bloque, c'est un contrat en fait, un contrat d'engagement, et ça va lui permettre non seulement de bloquer la valeur d'aujourd'hui, et ça va lui mettre des conditions. Par exemple, être toujours engagé dans 3 ans dans l'entreprise et atteindre X ou Y KPI, valider telle ou telle option chez nous. À ce moment-là, si dans 3 ans il a validé ces KPI, ces BSPCE se transforment et il peut les racheter, il peut les activer ou non. Imaginons à ce moment-là que la boîte a fait x10, elle a explosé pendant ces 3 ans et maintenant elle vaut 300 millions. Eh bien non seulement il a le droit d'activer et d'acheter sur une valorisation capitalistique de 30 millions, un truc qui aujourd'hui vaut 300, mais en plus de ça, il pourrait dire bon ben moi j'ai pas les 300 000 euros, mais du coup comme j'achète quelque chose qui vaut 3 millions maintenant, eh bien je récupère que 2,7 millions, ce qui apporte de la liquidité et ce qui permet aux employés les plus engagés dans une entreprise d'obtenir des parts et ce qui permet aux entrepreneurs et aux présidents créateurs d'entreprises qui détiennent des parts de donner des parts à leurs employés avec un avantage. C'est quelque chose de super intéressant. Voilà, et c'est comme ça que fait Caption. En fait, un Caption, ils vont en quelque sorte racheter ces BSPCE pour apporter de la liquidité aux employés qui veulent potentiellement les vendre. Ça permet d'apporter de la liquidité, ça fait un marché secondaire et ça vous permet de rentrer dans des sociétés qui ne sont pas en bourse et qui vous intéressent peut-être. Alors parlons de McDonald's. McDonald's s'est mis à accepter le Bitcoin et l'USDT dans un restaurant en Suisse. Regardez, ça se passe à Lugano. On a la vidéo où on voit vraiment comment ça marche. Globalement, vous allez au McDo et quand vous voulez régler, on vous propose de scanner un QR code. Donc c'est, je sais pas, c'est une expérience utilisateur. Je pense que ça reste plus complexe que payer par carte. Mais écoutez, il y a des expérimentations qui sont faites, tant mieux. Ça se passe en partenariat avec GoCrypto, la plateforme. Il y a du BTC, il y a de l'USDT, il y a aussi le coin de la ville de Lugano, c'est LVGA. Donc voilà, il y a des expérimentations, tant mieux. Honnêtement, moi je pense pas
qu'on se dirige vers quelque chose comme ça, enfin de payer avec du Bitcoin ou payer avec de l'USDT en magasin en scannant un QR code, je pense pas que c'est la meilleure expérience utilisateur. Ici, un petit graphe donné on-chain Coinbase, donc c'est la zone où les instituts rechargent. Est-ce que ce graphe est bullish? Alors, à l'époque, Coinbase avait beaucoup d'impact sur le marché crypto. C'était un des plus gros exchanges, mais si on regarde aujourd'hui, côté spot, par exemple, niveau volume, on a des exchanges, je sais même pas qu'ils existent, là, Citex, Hot Coin Global, Deep Coin, le coin profond, d'accord? 1,4 milliard de volume sur 24 heures, alors qu'il y a quand même pas mal d'exchanges que je connais même pas, qui ont fait beaucoup plus de volume que Coinbase. Donc, plus le temps avance, j'ai l'impression moins Coinbase a son impact. Cependant, ça reste quand même intéressant de rappeler ce graphe sur lequel les instituts achètent. Autre info intéressante, les fonds refuges, les fonds chalets, Bitcoin, Gold, tout ce qui est métaux, corrèlent de plus en plus avec le Bitcoin. Ici, on peut voir la corrélation Gold-Bitcoin qui monte de plus en plus ici avec les mois. Entre août et octobre, ça fait un énorme pump, tout comme ici entre avril et juillet, plus ou moins, ça fait un énorme pump. Et vu que ça fait très longtemps que les humains font confiance à l'or comme valeur refuge, il y a des chances que maintenant, le Bitcoin se rapproche de plus en plus de cette confiance qu'à l'or, ce qui est une bonne nouvelle. Sinon, on a donc dans la série n'écoutez pas les médias qui vous disent que les cryptos sont finis, encore un nouveau fonds d'investissement. Donc c'est NYDIG, qui est un fonds d'investissement, enfin pour ses clients institutionnels, un fonds crypto en Bitcoin, et qui a simplement levé donc 719 milliards. Bon, c'est un peu moins que des Braven Awards qui ont levé des milliards, 1 milliard, un fonds 1 milliard. On a d'ailleurs qui sont en train d'investir dans le métaverse en ce moment. Enfin, j'aurais pu vous le mettre, mais ils sont en train de créer ils sont en train d'investir directement dans les projets de métaverse. Comme on avait vu, il y en a plein qui font ça. On avait vu BlackRock qui sort son premier ETF métaverse. Je pense qu'il y a un vrai truc. Clairement, en tout cas, ils sont en train d'investir massivement en ce moment. L'Eldorado du Bitcoin se transforme en mirage. Le FMI exhorte le Salvador d'arrêter son projet pro-Bitcoin. L'adoption de Bitcoin est une pure folie. La transition vers le Bitcoin du Salvador vire au fiasco. Un peu plus d'1 an après l'adoption au Salvador de Bitcoin comme monnaie légale, voilà ce qu'on peut lire dans la presse du monde entier. Apparemment, le projet du président Bukele serait un échec monumental. Personne n'utiliserait vraiment Bitcoin au quotidien pour faire ses courses ou aller au restaurant. La plupart des personnes ayant téléchargé l'application Chivo l'auraient fait pour toucher les $30 bonus. Selon l'agence de notation financière Moody's, le gouvernement salvadorien aurait une perte non réalisée d'environ 57 millions de dollars suite à ses achats de Bitcoin avec l'argent du Trésor national. Et puis, le pays serait même à 2 doigts d'un défaut de paiement, ce qui a fait exploser le taux d'intérêt auquel le Salvador peut lever de la dette sur les marchés. Alors, est-ce que tout cela est vrai? Le président Bukele a justement écrit un papier récemment pour répondre à ces critiques. Le texte d'origine a été traduit en français par David Oren, aidé par Sébastien Gouspiou, Jacques Favier, Yorick de Montbine et Alexandre Stachenko. Et l'article a ensuite été publié sur bitcoin.fr. Il nous semblait important de diffuser ce message au maximum pour rééquilibrer le débat. Oui, l'adoption d'une nouvelle monnaie au sein d'un pays est quelque chose de fondamentalement compliqué, surtout dans une nation avec une histoire comme celle du Salvador. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous invite vivement à écouter ou à réécouter ce premier podcast que l'on avait fait il y a quelques mois. Alex Glastin retrace dans cet article l'histoire compliquée du Salvador au XXe siècle et évoque le traumatisme de la population lorsque l'on parle de questions monétaires. Sur ce, je laisse la parole au président. C'est parti. La Fed a callé un meeting d'urgence hier, donc pour discuter de quoi. C'est dur à dire, on peut pas savoir vraiment si c'est dû à le Crédit Suisse ou la Deutsche Bank qui est en train de faire faillite. Est-ce que c'est dû aussi à l'ONU qui appelle à desserrer les taux monétaires? Parce que l'ONU ont des divisions là, dans l'ONU et finalement la division qui est chargée du commerce et du développement mondial a demandé finalement aux banques centrales de desserrer les taux, de diminuer les taux directeurs parce que on se dirige tout droit vers une récession. Et une récession, c'est pas drôle, guys. C'est des emplois qui disparaissent, c'est des durs temps. Donc, l'ONU qui avertit, puis ça, c'est une des premières fois que je vois ça, que l'ONU se mêle de choses comme ça et qui dit finalement à la Fed américaine, stop. Il est temps qu'on change de côté. Il est temps qu'on change le sentiment et que finalement, il faudrait peut-être commencer à penser à diminuer le taux directeur plutôt que de continuer à l'augmenter et d'absolument combattre l'inflation. Et là, tu vois que c'est à double tranchant parce que si l'inflation n'est pas combattue et qu'on recommence l'imprimation, ça se dit pas l'imprimation, mais d'imprimer
de l'argent sans arrêt comme on l'a fait par le passé, eh bien, on ne combat plus l'inflation et l'inflation va continuer à monter. Mais une récession, présentement, c'est un grand danger pour tous les gens qui, comme moi et toi, consommons à tous les jours. Donc, il y a comme un double effet à tout ça. Ce n'est pas le temps, paraîtrait-il, de foutre le monde entier en récession. Donc, l'ONU qui appelle à desserrer les taux monétaires des banques centrales. Si vous prenez au niveau de l'ONU, c'est tous les pays en fait du monde qui sont de l'ONU, vous avez 192 ou 193 États. Et vous avez aussi des informations qui sortent comme ça, qui sont très intéressantes et qui sont fortes de sens. En réalité pour moi, à quoi sert encore le Conseil de sécurité de l'ONU ? 5 pays membres non permanents, etc. Mais ces informations-là, vous les avez pas depuis la semaine dernière. Ces informations-là, elles datent de 2019. Donc ça fait longtemps en réalité qu'on remet en cause le fondement même de l'ONU. Je pense que c'est très important, je pense que c'est primordial pour la sécurité et pour la paix au niveau de l'ONU. Je pense que si aujourd'hui on n'a pas explosé par des bombes nucléaires depuis les 70 dernières années, c'est justement ou en partie grâce à l'ONU. C'est une raison très personnelle, je vous la partage, mais je pense que c'est très important qu'on ait encore l'ONU et notamment les casques bleus. On va aller un petit peu plus loin, parce qu'au-delà d'une crise de confiance, il y a aussi une crise de confiance par rapport à nos banques centrales, et je réponds en même temps à la question, et si on annulait la dette des banques centrales ? Après ça, on a le Fonds monétaire international qui, de façon détournée, demande aussi à la Fed d'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt pour éviter une récession globale. En même temps, c'est vrai. Donc, on voit des organisations, toutes les organisations mondiales demandent à la Fed de se calmer, ce qui pourrait signaler qu'un pivot s'en vient. Et en plus de ça, on a les élections mi-mandat qui s'en viennent en novembre. Et si vous voulez voir comment le Fonds monétaire international est une mafia financière qui sert à rendre esclaves certains pays par la dette, ben je vous invite à aller voir la fin de cette vidéo-ci avec les travaux d'Emmanuel Wallerstein qui nous explique la théorie par rapport à tout ça. C'est vraiment intéressant. Alors la longue liste des choses qui ne va pas existe toujours, on est bien d'accord, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là, on a toujours quand même des niveaux inflationnistes relativement élevés. Entre nous soit dit, le pétrole a repris quasiment $6 depuis une semaine, mais ça on s'en fout, c'est pas très grave, parce qu'un pétrole qui monte, c'est pas vraiment inflationniste. À côté de ça, on a de toute façon toujours la guerre en Ukraine, puisqu'on a encore appris ce matin que monsieur Biden allait balancer $600 millions de plus à monsieur Zelensky pour acheter des nouveaux lance-roquettes, pour aller reprendre les territoires annexés par la Russie, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. On a les Nord-Coréens qui continuent à tirer des missiles au-dessus du Japon et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle qui rassure sur l'état mental et psychologique du monde dans lequel on vit. Je vous passe les histoires de la crise en Angleterre qui n'est pas vraiment réglée. Je vous passe le fait qu'on ne parle plus de la dette italienne et puis on parle plus de l'Italie du tout parce que c'était la grosse panique à cause des élections puis finalement tout le monde s'en fout aujourd'hui. Je vous parle pas de la crise énergétique qui n'a absolument pas modifié un truc. Il n'y a rien qui a bougé au niveau de la crise énergétique. Tous les ministres du gouvernement français sont toujours équipés de col roulé et de fourrure polaire pour venir en conférence de presse. Rien n'a changé. Mais nous, par contre, dans le monde de la finance, on a complètement changé notre manière de voir les choses puisqu'on s'est concentré sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, Monsieur Powell, par rapport aux chiffres qu'on a eu jusqu'à maintenant, eh bien, il va être obligé de devenir devich. Alors, pour être très franc avec vous, j'en sais rien s'il va être obligé de devenir devich. Je sais pas s'il s'est retourné 3 fois dans son lit ce matin en se disant mais qu'est-ce que je vais faire demain matin? Comment je vais leur expliquer ça? Je sais pas ce qu'il va faire. Mais il est clair aujourd'hui que ces chiffres-là laissent supposer que l'économie est en train de ralentir un petit peu, et si l'économie ralentit, il va falloir qu'il se calme au niveau de la hausse des taux, sinon il va carrément nous planter dans une récession monstrueuse. Alors je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, il a dit que lui, il s'en foutait des chiffres, tout ce qu'il veut c'est que l'inflation descende à 2%. Donc je vois pas ce qui va changer dans son discours immédiatement, sachant que c'est pas parce qu'il y a 2 chiffres économiques qui sont plus faibles que prévu, que tout d'un coup, eh bien, l'inflation va tomber à 2%. Et tant qu'on n'aura pas ça, forcément, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour monsieur Powell de ce côté-là. Donc en gros, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais on a quand même pris le pari que ça va changer et que le discours devrait s'adoucir. On attend surtout vendredi la statistique du département du travail américain du mois dernier sur l'emploi. Là, c'est la grosse news en fait de la semaine. C'est ce que l'on va attendre de manière le plus importante, et on peut aussi souligner que le pétrole reste stable, il se trouve aux alentours des 90-91 $ pour le Brent, et puis le WTI à peu près dans les 85-86 $ avant une réunion de l'OPEP+. Cette réunion va être importante, donc si vous tradez le pétrole, faites très attention parce qu'on pourra avoir une surprise
sur cette réunion de l'OPEP+. Alors OPEP+, je rappelle, c'est les pays classiques de l'OPEP+. Ils ont rajouté certains pays qui ne faisaient pas partie de l'OPEP de manière historique, dont, ce qui nous intéresse, la Russie. Donc la Russie qui a tout intérêt à pousser, à réduire ou au moins ne pas augmenter les livraisons de pétrole et de gaz, ce qui renchérit les prix, ce qui leur permet de financer leur guerre. Et puis de l'autre côté, vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite qui voudraient augmenter un petit peu plus la production pour faire légèrement baisser les prix pour stimuler la demande. Donc on va avoir un peu une lutte entre les deux, mais ne nous y trompons pas, ce sont des luttes politiques. Si l'Arabie Saoudite milite pour augmenter un petit peu le nombre de barils qu'elle peut produire, c'est qu'elle est plutôt bien avec les États-Unis en ce moment. Et puis si au contraire elle fait le contraire, c'est qu'elle envoie aussi des signaux aux États-Unis d'Amérique en disant on est peut-être votre allié, mais faut pas, on a des demandes. Donc c'est avant tout le trading du pétrole, c'est vraiment avant tout un trading politique. Il faut être très affûté là-dessus. C'est pas juste l'offre et la demande, c'est aussi les poids géopolitiques. Ok, oui, il faut se le dire, la question que tout le monde se pose et qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on a touché enfin le bottom? C'est-à-dire, est-ce qu'on a touché le fond, c'est-à-dire la valeur la plus basse qu'on peut connaître sur la bourse, sur la crypto, pour essayer d'acheter le moins cher possible? Alors oui, la question peut sembler légitime, mais si on dézoome complètement, il faut savoir qu'en ce moment, rien ne va. Alors oui, on est dans une récession actuellement et c'est bien plus profond que le flash crash qu'on a connu en mars 2020 où on a connu un bitcoin autour des 3000 $. Et là, en ce moment, c'est toute l'économie mondiale qui va mal. L'inflation qui monte en flèche, les taux de la Fed qui ne cessent d'augmenter, la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation des prix à la conso, la hausse des prix de l'énergie et sans parler de la fake money, c'est-à-dire l'argent qu'a créé la Fed ces dernières années. Et oui, si on regarde juste ce facteur-là, il faut savoir que plus de 40%, il y en a qui parlent même de 50, 70, voire 80%. Et oui, près de 80% des dollars aujourd'hui en circulation ont été créés seulement en 2020. Car oui, on estime qu'en janvier 2020, 4 trillions de dollars étaient en circulation pour passer en octobre 2021 à près de 20 trillions. Et tout ça pour dire que les choses ne vont pas dans le bon sens. Et du coup, je vais tourner la question, est-ce que la récession de 2022 n'est pas l'opportunité de cette prochaine décennie? C'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses. Et cette crise-là, cette récession-là qui va peut-être se transformer en dépression ne date pas d'hier. Car oui, la pandémie du Covid en 2020, mais on peut également penser aux autres crises, ont été des éléments déclencheurs qui ont mis en lumière des problèmes qui étaient beaucoup plus ancrés, beaucoup plus profonds. Car oui, si on parle de cette fake money, de cet argent faux créé de façon digitale par la Fed et par les banques centrales, on crée une fake économie basée sur la spéculation. Alors oui, aujourd'hui, personne n'est choqué qu'on spécule sur la bourse, sur la crypto, mais également sur les matières premières. Mais finalement, c'est toute cette spéculation-là qui a engendré la volatilité des prix. Et tu vas te dire, mais qui est le premier touché? Eh ben, c'est toi, eh ben, c'est moi, c'est le consommateur. Va-t-on assister à l'explosion de la finance mondiale et à une crise bancaire systémique comme avec Lehman Brothers? C'est ce qui se dit en ce moment un petit peu partout dans la presse. Comme on peut le voir ici, l'inquiétude autour de Crédit Suisse ne cesse de grimper. Crédit Suisse insolvable, y a-t-il le feu au lac? Les rumeurs sur la chute de Crédit Suisse affolent les marchés. Bienvenue ici, Yann Darwin, Finance et Investissement mais pas chiant. On va justement décrypter tout ça, voir déjà ce qui se passe sur Crédit Suisse, comment fonctionnent les banques suisses. Est-ce qu'il y a un risque que Crédit Suisse fasse faillite? Est-ce qu'il y a un risque que ça vienne contaminer toute l'économie finalement mondiale et notamment le système bancaire, comme la grande crise financière qu'on a tous connue en 2007-2008? La question à se poser également, ça va être qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement ça peut être un bon investissement alors qu'on est actuellement sur les plus bas historiques? Ici, pouf, le chart, tac, on peut voir ici de 90 à 2022, on est, on y est.
Donc est-ce que ça serait pas le bon moment pour acheter? Et on va comprendre tous les risques, ok? Première chose, en effet, tout le monde s'en rappelle, et pour ceux qui étaient pas nés ou qui étaient trop petits ou qui n'ont pas suivi, qui ne s'intéressaient pas à la finance à l'époque, voilà le genre d'image qu'on pouvait voir au moment de la chute de Lehman Brothers, des gens avec des cartons qui sortent du bureau, parce qu'il faut bien comprendre que tout s'est passé en une semaine. On passe d'une des plus grandes banques des États-Unis, notée AAA, sans aucun problème, et à une semaine après, à des gens qui sont virés de leur bureau le matin, on leur dit vous savez quoi, tu dégages. Voilà, donc les enseignes qu'on démonte, etc., etc. Et ça a été vraiment le début de ce qui a créé cette réaction en chaîne, cette contamination qui est venue jusqu'à l'Europe et qui a contaminé la finance mondiale. Le dollar américain qui semble avoir un sommet temporaire, et on voit la même chose encore une fois, vous voyez une divergence baissière au niveau du RSI, où est-ce qu'on fait des hauts plus bas au niveau du RSI alors que le prix fait des hauts plus hauts. Donc on pourrait voir le dollar américain qui finirait par briser sa parabole vers le bas. Qu'est-ce qui enlèverait beaucoup de pression sur tous les marchés dans le monde en ce moment? Qu'est-ce qui serait une bonne chose en fait? Et là en ce moment on est dans un point critique. Là, vous voyez les 3 lignes ici de tendance qui sont de plus en plus abruptes. Ça veut dire qu'on avait une montée parabolique, la deuxième ligne ici, et vous voyez la 3e ligne. Et là, si on brise cette 3e ligne-là vers le bas, c'est très bon signe. Ça voudrait dire que le dollar américain pourrait commencer une chute et on pourrait le voir descendre jusqu'à 100 points. Ça serait vraiment une belle chose pour notre marché des crypto-monnaies. Au niveau du VIX, indice de la volatilité, donc baqué sur l'SP500 et les obligations, ok, ça s'est fait rejeter pour le VIX qui baqué sur l'SP500, cette trendline ici. Par contre, on fait attention, on va bientôt taper cette trendline montante, ça peut tout à fait taper là, puis après remonter. En tout cas, ce qu'on surveille surtout sur le VIX, c'est cette trendline ici. Si jamais ça pète ça vers le haut violemment, c'est fini la partie go to the enfer. Voilà, on fait attention. Pour l'SP500, on pourrait même avoir de la grosse bullishitude. Oh pardon, je voulais pas bouger tout ça, que ça. Voilà. De la grosse bullishitude pendant encore 2-3 semaines pour aller taper le haut du canal ici. Et après, bam, retomber. Tu vois, cette trendline qui est là depuis quand même janvier, ça fait pas mal de temps, on peut aller la taper et après on retombe. Donc on peut se taper largement jusqu'au tout le mois d'octobre vert, c'est tout le mois d'octobre, et 1er novembre ici, bim, allez, on retourne aux enfers, et même aux enfers plus bas. Et donc c'est un Bitcoin qui peut aller chercher, s'il a envie, j'en sais rien, moi, les 25, 26, 29 même, et après, bam. Donc on reste quand même assez prudent. Le BTC, on a résolu enfin la première zone de combat qui était ici. Pourquoi je dis première? Parce qu'on en a créé une deuxième. Je l'avais un petit peu mis en avant, j'en avais parlé un petit peu, mais bon, maintenant on va se focus aussi sur celle-ci. Donc la première zone qui a pété, la deuxième est maintenant ici. C'est-à-dire qu'on a trouvé un creux, un sommet ici. Il faut casser ce sommet comme il faut pour essayer de bien créer cette dynamique de creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Ok? Ce qui pourra peut-être permettre de retourner dans le haut du range par la suite. Également, on est en train d'essayer de résoudre la trendline ici baissière, qui nous bloque depuis quasiment plus d'1 an maintenant. Quasiment 1 an, pas plus d'1 an, mais ça fera quasiment 1 an bientôt. On peut la résoudre si on fait une clôture au-dessus, il y a une résolution. Maintenant, il faudra surveiller le volume acheteur, pour l'instant qui n'est pas très convaincant. Encore, enfin vous me direz, on est que mercredi, la clôture c'est lundi soir. Du coup, il faudrait attendre, il y a encore beaucoup de jours de cotation, on peut avoir un gros breakout d'ici là, donc beaucoup de volume qui peut intervenir. Et également, faudrait s'installer de l'autre côté. Ça aussi, c'est hyper important. Pour l'instant, en daily, ça semble confirmé, mais bon, moi, je pense qu'il faut plus attendre des clôtures weekly ici pour bien confirmer tout ça. Et sinon, sans plus, oui, le marché continue de monter, c'est bien. Il y a un petit momentum aussi qui se met en place. Attention, les influenceurs américains commencent aussi à sortir des vidéos. Je longue pour 300 000 $ sur Bitcoin avec une liquidation complètement débile. Autre chose, en 2018... quand c'était le bottom, personne ne voulait acheter. En 2020, en mars, pareil. Hein, c'était très très difficile de se mettre en position acheteur. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Mais sachez que normalement, on claque des fesses quand c'est le bottom. Là, les gens ne claquent pas des fesses. Ce qui pourrait encourager un rallye, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent dans le marché, qui sont sur le côté et qui attendent plus bas. Ouais, si ça va à 10 000, c'est vraiment pas cher. Bon. Ou peut-être les faire FOMO un peu plus haut et ensuite on y va. Donc c'est un truc qui pourrait être encourageant sur un rallye. Mais en tout cas voilà, le bottom c'est maintenant, machin et tout, faut acheter. Alors il y a ce qui est dit et ce que les gens font, donc il faudrait voir ce que les gens font. Ce que les gens font a priori c'est qu'ils sont pas dans des longues au niveau Bitcoin.
Et au niveau des open interest, disons que le sentiment est très volatile, ce qui laisse supposer plus de range. Autre bonne nouvelle, le hash rate qui explose, nouvelle attache pour le hash rate au vent de Bitcoin. Ça signifie que les transactions sont de plus en plus sécurisées, mais pas que. Regardez graphiquement, historiquement, quand on s'est pété la gueule sur le hash rate, et qu'après on a fait un gros pump, c'était un bottom. Tout comme par exemple ici en été 2021, tout comme par exemple ici c'était le gros crash en 2018, 2019, avant de repump ici avec le hash rate à la hausse. On a que 2 backtests, mais des très gros résultats. Et regardez, depuis ce double bottom ici, c'est en train d'exploser à la hausse. On fait plus de plus bas sur le hash rate. Ça se suit. Si ces backtests se suivent, eh bien, c'est plutôt bullish pour la suite. On passe maintenant à l'analyse de l'Ether. Donc sur l'Ether, on a une situation quasiment similaire. On a un range, vous voyez, la borne haute des bandes de Bollinger et la borne basse viennent, elles, de se confondre sur le support et la résistance, ce qui n'est pas encore le cas, vous l'avez vu il y a quelques instants, sur le Bitcoin. Donc l'Ether, toujours à l'intérieur de ce range, pas loin de la zone pivot des 1400 $ environ. Donc pareil, là aussi, rien à dire. Pas de signal d'achat sur l'Ether. L'Ether est dans une situation un petit peu moins intéressante que le Bitcoin, parce que le Bitcoin, on a un support qui est clair, on voit qu'on a rebondi dessus. L'Ether, on est en dessous de la zone pivot, on peut très bien aller retester ici le support vers les 1000 $, donc c'est une situation un petit peu plus risquée. On les appelle P2E, Play to Earn, plus récemment Play and Earn, ou bien encore jeux crypto ou jeux NFT. Vous en avez entendu vaguement parler, mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Alors bravo, vous êtes au bon endroit, et cette petite vidéo est pour vous. Regardons de plus près, et sans s'exploser les neurones, ce que sont les P2E. Les Play to Earn, jouer pour gagner en anglais, sont des jeux vidéo qui se développent sur la blockchain et tendent à révolutionner le monde du jeu vidéo. Ils font partie intégrante du Web3, et si tu ne connais pas le Web3 et que tu es déjà paumé à ce stade, alors je t'invite fortement à découvrir ça dans ma vidéo « Le Web3 c'est quoi ?», avant de poursuivre celle-ci. Pour ceux qui ont suivi, reprenons. Les Play to Earn permettent désormais non seulement de se divertir, mais également de faire se développer une nouvelle forme d'économie appelée GameFi, combinaison de game, c'est-à-dire jeu en anglais, et finance, finance. And the only way to guarantee peace is by making the prospect of war seem hopeless. Première constatation, je trouve ça plutôt stylé. Ça ressemble à un vrai jeu, quoi. Et on se dit pas que c'est un jeu qui est sur la blockchain. Parce que pour de nombreux jeux sur la blockchain, de nombreux play to earn, ça ressemble pas forcément à des jeux qui peuvent conquérir un large public, quoi. Là, ça peut ressembler à un GTA ou un Call of Duty. Et donc, ça se rapproche plus de jeux mainstream, en fait. On se dit pas que c'est sur la blockchain spécifiquement. C'est un vrai jeu. Sauf que c'est un vrai jeu avec lequel on peut gagner de l'argent, des cryptos, plus particulièrement de l'EGLD. On a retrouvé le plus vieux NFT sur la blockchain Ethereum. En effet, d'après les recherches de l'ingénieur américain Mason Keresti, confirmé par Etherscan, l'explorateur de la blockchain Ethereum que tout le monde connaît, j'imagine, il s'agit en effet d'un smart contract de registre de nom de domaine décentralisé, appelé du coup Lineage Name Register, LNR, créé par le développeur Lineage. Du coup, c'était en 2015. Voilà, c'était le petit fun fact de la vidéo. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.